Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu de typographie pour le web. Donc souvent lorsque l'on crée un site web on pense à faire un joli design mais on oublie complètement de designer et de styliser le texte. Et on se retrouve avec un site qui est plutôt sympa mais un texte qui est mal travaillé. Du coup votre site n'est pas forcément très lisible et quand on sait que l'essentiel du contenu d'un site est du texte, c'est un petit peu dommage. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de voir différentes techniques pour rendre vos textes plus agréables et plus simples à lire. Donc le principe, ça va être de prendre une page web. Ici, j'ai pris une page avec des contenus de différents types et d'apprendre ensemble à bien styliser cette page, à bien styliser les contenus. Donc au niveau du contenu, ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement le contenu d'un des articles sur mon blog qui contient pas mal de texte et comme ça, on va pouvoir travailler sur un cas réel. Donc ici, vous voyez le résultat, il y a deux polices personnalisées où j'utilise Google Fonts et un placement, un interlignage bien défini qui permet, vous voyez, d'avoir une structure de contenu plutôt agréable, même pour du long texte, et vous voyez que ça reste très très lisible. Donc c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est évidemment supprimer mon CSS. Donc là, je prends le CSS et je le supprime. Donc là, vous voyez que par défaut, ce qui se passe, c'est que le navigateur a des règles internes qui lui permettent de styliser les différents éléments HTML, les H1, les H2, les listes et ainsi de suite. Donc là, ce que l'on va devoir faire, c'est supprimer toutes les règles qui sont comme ça définies par le navigateur. Donc rassurez-vous, on ne va pas avoir à le faire à la main. Il y a pas mal de gens qui ont déjà réfléchi sur le problème. Donc si vous tapez sur Google CSS Reset, vous allez tomber sur pas mal de résultats qui vous proposent en fait une solution pour supprimer en fait les styles mis en place par le navigateur. Donc ici, moi j'ai choisi le premier lien, il fonctionne plutôt bien. Donc ce que je fais, je copie tout ça et je vais aller mettre ça sur mon CSS que je lis à ma page web. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler style.css et ce fichier-là, je vais y mettre mon reset. Donc automatiquement, vous voyez qu'est-ce qui se passe sur ma page web. La totalité des styles de mes éléments a été supprimée, comme si la page était neutre. Donc l'avantage, c'est qu'avec ce système-là, on peut travailler sur des bases saines. Donc on n'a pas de margin par défaut sur les navigateurs, on n'a pas de taille de police. Donc hop, juste après, on va commencer à travailler ici. Donc avant de commencer, il est important de choisir les polices à utiliser. Donc au niveau de ce choix-là, il n'y a pas vraiment de règles particulières. Souvent, on entend dire par exemple qu'il faudrait utiliser du serif pour le contenu. C'est vrai par exemple sur du print, sur les livres, vous avez souvent du serif pour des longs contenus. Donc c'est vrai pour un livre, mais en revanche pour du web, c'est pas forcément une règle qui a été validée, donc il y a pas mal d'études dessus, je vous passe un petit peu les détails, mais globalement du serif ou du sans serif conviennent aussi bien pour du texte. Après, ce qui peut être sympa, c'est d'alterner serif et sans serif, mettre par exemple du serif pour les titres et du sans serif pour le contenu, ou inversement, donc ça peut être sympa. Alors si vous voulez tester des combinaisons de différentes polices, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Typecast. Donc c'est un site plutôt sympa qui vous permet en fait de choisir, de créer des faux contenus et de tester directement des polices depuis différents services. Donc des polices depuis Typekit, des polices depuis Google Fonts et tout ça. Donc l'avantage c'est que vous pouvez tester en live. Donc vous voyez ici si j'ai envie d'essayer par exemple, on va dire Proxima, qui est une super police, vous voyez, je clique dessus et automatiquement, même sans avoir la police sur mon ordinateur, il va remplacer. Et du coup, ça me permet de faire des essais, de voir si ça fonctionne bien. L'autre service que vous connaissez sûrement déjà, c'est Google Fonts. Donc c'est un service qui vous permet d'utiliser des polices personnalisées sur votre site web et qui dispose d'une API que l'on va voir juste après. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des polices à votre collection. Donc ici, moi, je vais choisir deux polices que j'ai déjà testées. Crayon pour les titres et PT serif, sans serif, donc c'est PT sans, ça s'appelle, qui est cette police pour mes contenus. Donc vous ajoutez comme ça vos polices et ensuite vous faites review. Et avec un review, vous allez pouvoir tester le style et les apparences combinées de vos différentes polices. Donc après, ça vous permet de faire le choix. Donc là, c'est quelque chose de plutôt créatif, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner une règle et vous démontrer par A plus B que c'est comme ça qu'on doit choisir une police. Ça dépend vraiment des cas. Donc vous essayez, vous faites des essais, vous voyez ce qui marche pas ensemble. Donc ici, j'ai choisi mes deux tailles de police et maintenant je vais pouvoir les importer sur ma page web. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Use de Google Fonts et ensuite, je choisis les différents styles de texte et je me retrouve avec ce lien-là. Et moi, je l'ai déjà importé dans ma page web. C'est ce que vous voyez ici. Donc j'ai importé PT100 et Crayon.
Voilà, donc je vous ai présenté Google Font tout simplement parce qu'il a l'avantage d'être gratuit, mais il existe d'autres solutions, comme par exemple Typekit, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une solution payante, mais qui intègre des polices un petit peu plus, qui intègre des polices commerciales, comme par exemple Proxima que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc la combinaison de tous ces outils-là vous permet de choisir une police plutôt sympa. Donc l'avantage, par rapport à avant où on était obligé d'utiliser soit Arial, soit Helvetica, là vraiment on a le choix et on peut composer un petit peu avec ces détails-là. Donc maintenant que j'ai mes polices, ce que je vais faire, je vais commencer à styliser l'apparence globale de mes textes. Donc ici, je vais dans mon CSS et on est parti. Donc body et je vais styliser. Donc déjà, je vais choisir ma taille de police par défaut. Donc ici, ça va être font family. Et je vais choisir ma police personnalisée. Donc je vous l'ai dit, moi c'est PT100. Donc là vous adaptez suivant ce que vous voulez choisir. Le problème c'est que certains navigateurs ne supportent pas ces polices personnalisées, du coup il faut préciser d'autres polices qu'il va utiliser. Donc en fait ce qu'il se passe c'est que le navigateur essaie de trouver cette police là, s'il ne la trouve pas il va à la suivante et ainsi de suite. Donc là je lui dis d'utiliser PD Serif ou Arial ou Helvetica, donc ça c'est pour ceux qui seraient sur Mac, et s'il ne trouve rien, dans tous les cas d'utiliser une police sans serif. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, tous mes textes ont changé. Donc par défaut, on remarque aussi un autre détail, c'est la taille de la police. Vous voyez que par défaut, le navigateur utilise une taille de police de 16 pixels. Donc ça peut vous paraître un petit peu gros, c'est vrai qu'en général on table sur du 14 ou du 12, mais en fait il s'avère que 16 pixels c'est une très bonne valeur pour la lisibilité. Vous aurez une police plutôt sympa si vous mettez un font size de 12 par exemple. Le problème c'est que c'est absolument illisible. Ça rend bien au niveau design dans certains cas, mais c'est complètement illisible. 14 ça devient déjà bien, mais vous voyez ça reste un petit peu petit. 16 au final, surtout pour cette police là, c'est du très très lisible et c'est très très agréable à lire. Le problème, vous voyez que c'est un petit peu compressé. Donc on va jouer sur un autre élément important, c'est l'interlignage, l'espace qu'il y a entre deux lignes. Donc pour jouer avec l'interlignage, il suffit tout simplement de toucher la propriété line 8 et de mettre une valeur en pixels ou dans une autre valeur qui détermine l'espace entre deux lignes. Donc là, vous voyez qu'en mettant 50 pixels, j'ai 50 pixels entre deux lignes. Voilà, évidemment, c'est pour vous montrer, c'est absolument pas bon. Alors, comment choisir cette valeur-là convenablement? Il y a une règle qui est issue du print, c'est tout simplement que l'interlignage doit être en moyenne 140% par rapport à la taille de la police. Donc moi ici, je suis sur une police de 16 pixels. Alors vu que je suis sur du web, je vais éviter les trucs décimales et on va arrondir à 150%. Donc la bonne hauteur de ligne, c'est 24 px, 16 plus 8. Et là, vous voyez que du coup, on a un texte qui est beaucoup plus aéré que tout à l'heure. Si on veut comparer, vous voyez, c'est beaucoup plus aéré, ça reste quand même condensé, c'est-à-dire qu'on comprend où sont les lignes, et vous voyez que c'est beaucoup plus agréable à lire. De la même façon, et là ça va dépendre aussi de la police que vous avez utilisée, vous pouvez jouer sur une autre propriété, c'est le letter spacing, qui détermine l'espace entre les lignes. Donc là, vous voyez qu'en mettant un pixel, j'espace plus. Donc là, il n'y a pas forcément besoin pour cette police-là, mais voilà, vous pouvez adapter, soit pour compresser en mettant une valeur négative, soit en espaçant en mettant une valeur positive. Voilà. D'ailleurs, ici, pour en revenir à cette valeur-là, on a un petit problème. C'est-à-dire que si plus tard j'ai envie de changer la taille de la police, vous voyez que du coup l'interlignage est trop grand. Donc ça serait bien de pouvoir préciser un interlignage relatif. Donc en fait, il y a une propriété pour ça. Donc pour ça, il y a en fait une unité de mesure qui est le EM. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, mais globalement, c'est par rapport à la taille de la police. Si vous mettez 1 EM, ça veut dire que la hauteur de ligne sera égale à une fois la taille de la police. Donc ici, 16 pixels. Donc moi, je voulais 150%, donc je mets 1.5. Et du coup, je me retrouve avec la même valeur de 24 pixels. Donc sur le reste de nos règles, on va essayer au maximum de jouer sur cette règle-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a l'avantage d'être influencée par la taille de la police. Donc si je mets ici du 14 pixels, vous voyez que la hauteur de ligne s'adapte et ça me permet d'avoir un résultat qui est toujours sympa. De la même manière, si je mets 18, ça s'adapte et ainsi de suite. Et vous voyez que on reste visuellement toujours sur un bon ratio. Donc ici, je vais revenir sur du 16, c'était très bien. Et histoire de visualiser cette hauteur de ligne, je vais mettre un petit repère visuel. Donc là, c'est vraiment pour me repérer. On ne le mettra pas du tout en production une fois que l'on aura fini, mais c'est vraiment pour la suite de la vidéo. Donc là, histoire de mieux visualiser cette hauteur de ligne, ce que je vais faire, je vais mettre un petit dégradé. Donc là, je vais le mettre seulement pour les moteurs WebKit, tout simplement. Mais ça va me servir un petit peu de base pour pouvoir tester ma hauteur de ligne. Donc là, je mets ce petit dégradé qui est en fait un dégradé tout blanc, sauf juste la dernière ligne. C'est pour ça que j'ai mis cette valeur-là.
Et ici, je vais mettre un background-size de 1.5 EM, donc 24 pixels. Et comme ça, vous allez voir, avec la répétition, ça va faire mes traits. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est un repère visuel qui m'assure que la hauteur de ligne est bonne. Donc là, vous voyez que toutes les lignes sont bien calées. Donc ce que je vais faire, je vais juste décaler légèrement ma background position, tout simplement pour arriver à caler ma ligne exactement sur cette ligne-là. Donc là, vous voyez qu'on a bien 24 pixels de hauteur de ligne, et ce, pour tout le contenu. Alors pourquoi je mets ces repères visuels? Tout simplement parce que dans ce que je vais faire maintenant, et dans tout le reste, il faut s'assurer qu'on ne casse jamais ce rythme-là. C'est-à-dire que toutes les lignes doivent se trouver sur ces lignes de repères. Donc ça permet tout simplement d'avoir une structure visuelle qui reste la même. Donc c'est pas forcément super visible à l'œil nu, mais c'est un ressenti. Donc ça, c'est très important de le conserver. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'entre deux paragraphes et entre deux balises, il faudrait que je saute une ligne. Donc ici, on est parti. Donc je vais sélectionner les P, les H1, les H2, les H3, les H4 et ainsi de suite, H5, H6, les UL et ensuite les blocs-cotes. Voilà. Et à chaque fois, je vais leur mettre, une marge en bas de 1.5 EM. Pourquoi 1.5? Tout simplement parce que ça représente la hauteur de ligne. Donc si je fais ça, vous voyez qu'à chaque fois que j'ai un titre ou un UL, j'ai un saut d'une ligne. Et du coup, ça permet de garder le rythme. D'ailleurs, sur mon body, ce que je vais faire, je vais mettre une petite marge de 20 pixels tout autour. 20 pixels, pourquoi? Parce qu'en général, moi je sais que je travaille avec une grille de 960 pixels. Et sur ces grilles-là, les gouttières sont de 20 pixels chacun. Donc ici, je garde toujours ces valeurs-là. Donc c'est important de s'y coller pour avoir, encore une fois, je le répète, une bonne structure visuelle. Donc maintenant qu'on a nos éléments qui sont bien espacés et tout ça, on va passer à la stylisation des différents titres. Donc les titres, encore une fois, on va les styliser en utilisant, comme je vous l'ai dit, les EM. Donc par exemple, pour le H1, on va prendre la plus grosse valeur, on va mettre une font size de 1.5 EM. Donc globalement, c'est une taille de 24. Donc vous pouvez adapter, c'est à vous de voir un petit peu le feeling que vous voulez donner. Donc ici, je fais pareil pour le H2. Donc là, ce que je vais faire pour diviser en fait au fur et à mesure par 6, je vais retirer 125. Donc ici, ça fait 1.325. Hop. Ici, ça fait 1.25. Hop. Le H4, ça fait 1.125. Et le H5, il aura une taille de police classique en fait. Pareil pour le H6, de 1 EM. Parce que bon, voilà. Donc là, vous voyez que du coup, on a des titres qui sont plus gros et plus petits suivant les tailles. Et tout en bas, avec les différents tests, vous voyez que les valeurs changent. En revanche, vous remarquez tout de suite un problème, et ça faut le corriger tout de suite, c'est qu'on a un décalage au niveau de la hauteur de ligne. Vous voyez que mes textes ne sont plus bien alignés. Tout simplement parce que ici, j'ai mis une margin bottom de 1.5 EM. Le problème, c'est que la taille de police changeant suivant ces différents paramètres, mais du coup, on a un problème, c'est que le 1.5 EM n'est plus vérifié. Donc pour éviter de rester sur ce problème-là, ici, bien que je vous ai dit de ne pas le faire, pour tous les H1, H2 et ainsi de suite, on va indiquer la valeur en dur. C'est-à-dire que là, on va mettre la marge directement en pixels pour éviter les problèmes. Et du coup, vous voyez qu'on retombe sur la bonne structure avec le texte qui est toujours centré par rapport à notre repère. D'où l'intérêt de l'avoir mis en place. Voilà, donc là, vous voyez déjà, on commence à avoir un texte qui a une bonne structure. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas encore bien à discerner dans certains cas les titres. Alors une première solution serait par exemple de jouer sur le graissage, donc en mettant par exemple une font weight bold. Donc là, à vous de voir si vous voulez du texte en gras ou pas. Ça dépend encore une fois un petit peu du feeling que vous voulez donner. Le gras a l'avantage de mieux séparer le contenu, mais après c'est vrai qu'au niveau visuel c'est un petit peu plus fort. Donc moi, je vais pas le laisser pour le coup, et on va plutôt jouer sur un autre facteur, c'est la couleur. Il faut savoir jouer un petit peu sur les contrastes et pas mettre tout le temps du noir. Donc là, ce que je vais faire, je vais éclaircir mon texte. Donc au niveau du body, je vais mettre un gris foncé. Donc 7A, 7A, 7A. Donc c'est des valeurs que j'ai testées. Et vous voyez que ça s'éclaircit un petit peu. Donc attention au niveau de l'éclaircissage, n'éclaircissez pas trop votre texte, sinon il va être difficilement lisible. Donc là, moi j'ai trouvé cette valeur qui correspond plutôt bien. C'est presque même un petit peu trop clair. Donc vous adaptez. Et du coup, mes titres, je vais les noircir. Donc là, tous les H1, je vais les mettre d'un
d'une couleur un petit peu plus foncée, mais jamais noir, histoire de jouer un petit peu sur ces contrastes. Et là, vous voyez qu'automatiquement, on a un titre qui ressort beaucoup plus par rapport au contenu. Et quand on bouge, c'est très très simple de s'y repérer. Si j'enlève ce changement de couleur, les titres deviennent un petit peu plus difficilement lisibles. Quoique, là, ils sortent encore un petit peu. Mais vous voyez qu'avec cette histoire de contraste, les titres ressortent beaucoup mieux. Et du coup, pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple de s'y repérer. Donc n'hésitez pas, je le répète, à jouer sur les contrastes. Quitte même à choisir des couleurs de moins en moins contrastées pour arriver sur les H5 et H6 qui auraient la même couleur que les paragraphes. Voilà, donc là vous voyez déjà on a la structure globale de nos contenus. Et vous voyez qu'en deux temps trois mouvements, on a quelque chose qui visuellement est plutôt sympa. Ce que je vais faire, je vais directement commenter le repère. Hop. Tout simplement parce qu'il ne sert plus à rien. Je me suis assuré que mes contenus sont bien placés. Donc il me reste deux choses à styliser, le bloc-cote, ici, et les UL. Donc pour les UL, c'est très simple. J'ai juste à faire UL et mettre liste style, deux points. Donc là, on a tout un choix. Donc vous pouvez choisir. Moi, je vais mettre square pour faire un petit carré. Si vous voulez un disque, vous mettez disque. Et là, hop, vous avez la petite bulle. Si vous voulez, je crois, un circle, je crois qu'il y a cette propriété. Voilà, ça vous fait un cercle et ainsi de suite. Le problème, c'est que par défaut, ça se met en dehors de l'élément. Donc là, pour contrebalancer ce problème-là, on va mettre sur le UL, et on va faire d'ailleurs la même chose sur le OL, qui est pour les listes ordonnées, et mettre une marge à gauche. Donc, margin left de 40 pixels. Pourquoi ? De 20 pixels pour avoir la gouttière, et encore de 20 pixels pour décaler par rapport au paragraphe. Et là, vous voyez que du coup, on a notre UL qui correspond bien, avec mes petits cercles. D'ailleurs, ce que je vais faire à cet endroit-là, hop, je vais remplacer mon UL par un OL, et on va tester. Donc là, vous voyez, ça marche pas bien. Donc ici, au niveau de mon style, je rajoute le OL, au niveau des marges. Et au niveau du OL, je vais mettre un list style. Hop, et mettre tout simplement une décimale. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez qu'automatiquement, devant, ça met des chiffres. Donc après, vous pouvez styliser de manière un petit peu plus poussée, en mettant des images ou en mettant ce que vous voulez. Mais là, au moins, ça nous permet d'avoir un style de base pour ces éléments-là. Donc vient maintenant la stylisation du bloc-cote. Donc le bloc-cote, c'est vrai que on ne l'utilise pas forcément, mais c'est important de bien le styliser. Le but, ça va être de décaler ça par rapport au côté et de mettre un petit trait gris. Donc ici, bloc-cote, et on est parti. Donc je vais mettre une marge de 60 pixels sur les côtés. Hop, et vous voyez, ça se centre un petit peu plus. Et je vais mettre une grosse bordure à gauche. Bordure left, border-left. On va mettre 5 pixels. On va la mettre en solide. Hop, et on va la mettre en grise. Et là, vous voyez qu'automatiquement, on a cet élément-là. Donc là, vous voyez qu'évidemment, c'est trop collé. Donc on va mettre un petit padding à gauche. Donc padding left de 15 pixels. Mais vu qu'on va faire ça, ça va rajouter un petit peu à la marge. Donc ici, je soustrais à cette marge-là. Donc ici, je vais mettre 0 pixels en haut, 60 à droite, 0 en bas et 45 à gauche. Pour qu'au final, notre texte soit bien décalé de 60 pixels par rapport à la gauche. Voilà, et au niveau de mon bloc code, j'avais mis en gras le nom de l'auteur. D'ailleurs, je vais le mettre en strong, la balise B. Hop, on n'est même pas sûr qu'elle existera plus tard. Et cette balise, je vais la styliser. Donc là, au niveau de mon CSS, on est parti. Bloc quote, strong. Je le mets en display block. Pourquoi? Pour forcer le passage à la ligne. Ici, pour le séparer un petit peu plus, je vais mettre la citation en italique. Donc font style italique. Je peux même jouer sur les polices. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais pour les titrages, c'est bien aussi de changer la police. Donc ici, par exemple, on peut jouer sur le font family en mettant l'autre police que j'ai chargé, c'est crayon. Crayon, et pareil, Arial, Helvetica, et si on peut, une police serif. D'ailleurs, on enlève même Arial, on met serif direct. Voilà, et vous voyez que du coup, on a des titres qui sont un petit peu différents. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu du feeling. Donc ce que vous pouvez faire pour les blocs codes, c'est de la même façon, changer ça. Donc là, en mettant le même style de police à cet endroit-là. Et le nom de l'auteur, je vais le mettre avec la police standard. Hop, je ne veux pas qu'il soit écrit
en penché. Donc ici, je vais mettre fond style normal. Voilà, donc vous voyez que mon titre est normal. Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit tiret avant. Et là, l'avantage, c'est qu'on va profiter des bienfaits du CSS3. Au niveau du strong, donc juste avant, 2.before, on va mettre au niveau du contenu un petit tiret. Donc là, hop, comme ceci. Et vous voyez que ça rajoute ce tiret là, juste devant le nom. Alors certains d'entre vous me diront, mais attends, je vois rien là. C'est normal, c'est tout simplement parce que la police que j'utilise sur mon éditeur n'a pas ce caractère là. Du coup, il n'affiche rien à la place. Mais j'ai mis un tiret. Je sais plus d'où. Voilà, donc c'est un tiret long. Alors j'ai plus en tête la touche du clavier. Je l'ai copié-collé d'une autre page. Voilà, mais vous voyez que du coup, ça donne un résultat plutôt sympa. Donc après, soit vous le mettez à la ligne comme je viens de faire, soit directement, si vous enlevez le display block, vous allez avoir ça juste après. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez donner. Donc moi, je vais mettre en display block et même, allez, texte aligne right. Texte aligne right. Voilà. Et vous voyez qu'on a une stylisation des citations qui est très claire. Là, il n'y a pas photo. On sait qu'on est en train de citer quelqu'un. D'ailleurs, même le fond de style italique est peut-être de trop. Ouais, non. Hop. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va styliser les strong de manière générale. Ici, hop. Je vais mettre ça en strong. Et on va voir. Donc ici, je reviens ici. Donc mon strong, on va le mettre ici, strong. Directement, on va jouer encore une fois sur les contrastes en mettant une couleur de police plus foncée. Donc vous voyez que ça ressort un petit peu mieux. Et en remettant le font weight bold. Voilà. Et là, vous voyez que ça ressort mieux. Donc là, vous voyez que du coup, cette règle étant un petit peu trop générique, ça s'applique aussi à cette citation-là, qui était en strong. Donc là, ce que je vais faire, plutôt qu'utiliser du strong, c'est utiliser de l'EM, qui est plus logique par rapport à ça, vu que c'est vraiment une emphase plutôt qu'une mise en avant. Donc là, hop, EM. Voilà. Et du coup, ici aussi, EM. Donc ensuite, les liens. Là, vous voyez que par défaut, les liens ont une couleur bleue, donc c'est assez clair pour l'esprit des gens, mais c'est pas forcément super joli. Donc ce que vous pouvez faire, c'est choisir une couleur particulière. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais l'associer à tous mes liens. À vous de voir ensuite si vous voulez laisser le surlignage ou pas. C'est pas forcément super joli, certes, mais c'est très clair pour un utilisateur que ça c'est un lien. Le surlignage aide beaucoup au niveau du repère visuel. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire correspondre des éléments. C'est-à-dire que ici, j'ai choisi cet orange pour mon lien. Du coup, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre aussi cet orange à cet endroit-là. Vous voyez, ça permet de rappeler un petit peu les couleurs. Et ça vous évite d'avoir seulement les liens qui sont stylisés de cette couleur-là. On va continuer. Un autre problème, c'est les listes imbriquées. Alors ici, vous voyez, j'ai des UL, des LI et ainsi de suite. Mais ce qui peut arriver, c'est que je peux avoir des UL dans des UL. Hop. Ici. Et ce que je vais faire, je vais remettre toutes ces règles-là dans celle-là. Donc là, vous voyez que ça fait des règles imbriquées. Ici, au niveau du CSS, on ne l'a pas géré. Du coup, vous voyez que bon là, j'ai de la chance, ça fonctionne bien, mais si on regarde au niveau des paramètres du navigateur, voilà comment c'est géré. Donc ça, faut l'améliorer un petit peu. Donc ici, au niveau de mon CSS, je vais styliser le second UL différemment. Donc ici, je vais mettre UL, UL, et mettre comme liste style, liste-style, plutôt des disques. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais supprimer le margin bottom. Tout simplement parce que ça n'a pas lieu d'être. Je suis dans une liste imbriquée. Et de la même manière, OL, OL, liste-style. Et là, je peux choisir. Et de la même manière pour les OL. Alors, hop, on est reparti. Hop, hop, hop. Ben, je peux choisir un autre style. Ici, mon OL, si jamais je suis dans une autre liste, je vais le styliser. Alors, si je me souviens bien, c'est Lower Roman, je crois. Hop, en lettres romaines. Et ainsi de suite. Donc là, vous adaptez, il n'y a pas vraiment de règles. Quoique, voyons comment gère le navigateur. Non, il gère des chiffres dans tous les cas. Donc à vous de voir comme vous voulez faire. Hein, ça peut être pas mal comme ça de changer. D'ailleurs, on va mettre, si on a un OL dans un OL, mais aussi si on a un OL dans un UL. Et de la même façon, ici, on stylise de la même façon un UL qui se trouverait dans un OL. Voilà. Donc là, hop, et on supprime le margin bot. Voilà, donc là, vous voyez que du coup, on a géré ces différents cas.
Alors moi j'ai géré 2 niveaux de profondeur, je pense que j'aurai rarement plus, hein, vu que c'est moi qui gère mon contenu, je sais comment ça fonctionne, donc je sais que je ne mettrai pas d'éléments supplémentaires. Mais c'est très très important d'utiliser ça si vous livrez un site pour un client, parce que le client il ne sait pas forcément ce que vous avez fait, et du coup il va essayer de mettre des listes dans des listes et d'autres choses, et si vous ne l'avez pas prévu en amont, ça va donner des styles un petit peu bizarres. Donc maintenant, ce que l'on va faire, dernier petit truc, c'est placer les images. Donc là, je vais aller choisir une image au hasard en utilisant PlaceKitten qui permet de générer des images un petit peu au format que je veux. Et ici, je vais aller placer, hop, non, je peux la foutre en favori, je vais aller placer cette image complètement au hasard dans mon contenu, juste avant ou après le paragraphe. Voilà, img src égale, et on est parti. Voilà, je suis en HTML5, je ferme pas ma balise. Donc vous voyez que mon chat est bien placé, d'ailleurs on va le mettre un petit peu plus grand. Voilà, mon chat est placé, par contre ça ne correspond pas forcément bien. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un petit peu les classes que WordPress met par défaut. Une classe aligne left pour une image alignée à gauche, une classe aligne right pour une image alignée à droite, et align center pour une image alignée au centre. Donc on va les utiliser indépendamment. Donc là, pour une image qui serait alignée à gauche, donc on va mettre img.alignLeft. Tout simplement, on met un float left et on met une marge à droite de 20 pixels qui correspond à la largeur de mes gouttières. Et là, vous voyez que du coup, mon contenu vient se placer sur le côté. Donc malheureusement, vous voyez que quand je redimensionne, qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème au niveau de mes listes. Alors, à quoi c'est dû? C'est tout simplement à l'alignement. C'est-à-dire que le float left se met en place et du coup les éléments là ne savent pas trop comment s'aligner. Donc la solution pour remédier à ce problème-là, c'est tout simplement de mettre un overflow hidden sur ces éléments-là. Donc ici, overflow hidden. Automatiquement, ou hidden. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, ça se dit hidden. Voilà, bref, vous mettez un overflow hidden, et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les éléments vont bien se placer. En revanche, ça supprime tout ce qui est à l'extérieur de l'élément. Et par défaut, les listes styles placent les éléments à l'extérieur. Du coup, c'est caché. Donc moi, ça ne me va pas, donc je vais sélectionner tous ces paramètres-là, et rajouter une propriété inside. Donc globalement, ça va mettre les mêmes symboles que tout à l'heure, sauf que ça va les mettre à l'intérieur. Si maintenant je reviens sur mon HTML, je vais supprimer cette image-là ou la mettre ailleurs. Voilà, on va la mettre plus bas. Mais vous voyez que ça, c'est encore plus espacé. Donc ça veut dire que si au niveau de mes UL et de mes OL, je supprimais la marge à gauche, hop, vous voyez qu'on n'aurait plus comme tout à l'heure les éléments décalés par rapport à la gauche, mais on aurait directement les éléments collés par rapport à cette gouttière-là. Donc ici, on n'a plus besoin de mettre un margin left de 40, mais seulement de 20. Et automatiquement, vous voyez que ça refait le décalage, qui correspond à celui de tout à l'heure, et ça fonctionne bien. L'avantage, c'est que maintenant, si je replace mon image en float left à cet endroit-là, vous voyez que les liens continuent à être décalés de manière correcte, et mon image est bien placée. Donc ça fonctionne superbement. Donc ça fonctionne super bien, je suis content. Donc maintenant, je vais styliser les autres alignements possibles. Donc on va mettre un align center. Donc là, comment on règle cet alignement-là? Il n'y a pas vraiment de solution. On va être obligé de passer l'image en display block. Donc on fait image align center. On force le display block de l'image. Et ensuite, on joue avec les margin 0 auto pour centrer mon image. Et là, vous voyez qu'automatiquement, elle se centre bien. D'ailleurs, vous avez remarqué que mon image, je l'ai entourée de P. Donc ça, c'est pour garder la structure. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Mon image va être collée au texte. Et du coup, ça rompt la structure visuelle et ma hauteur de ligne de 24 pixels. Hop, donc ici, je remets ça tout de suite. Et enfin, dernier alignement, le align right. Aligné à droite. Et ici, hop, on reprend ces propriétés-là et je les duplique. Sauf qu'ici, ça sera un align right, que le float ne sera pas à gauche mais à droite, et qu'ensuite on n'aura pas une marge à droite mais une marge à gauche. Et automatiquement, mon chat est maintenant placé à droite et vous voyez que le contenu se place à gauche. Donc l'avantage, c'est que maintenant, peu importe le type des images que vous voulez, ça stylise bien. Donc là, mon chat est à droite plutôt, et hop, si je le veux à gauche, je le mets à gauche. Donc j'ai mis ces classes-là en CSS tout simplement pour que vous puissiez tout de suite adapter le tutoriel tel quel, même pour une intégration WordPress. C'est-à-dire qu'avec le TinyMCE de WordPress, là où vous pouvez éditer votre contenu, quand vous choisissez l'alignement des images, la seule chose qu'il fait, c'est rajouter cette classe-là.
Et du coup, en rajoutant ces 3 règles au niveau du CSS, ça vous permet d'aligner et de mettre vos images correctement. Donc là, par exemple, si je veux un petit chaton, allez, au deuxième paragraphe, je peux avoir mon petit chaton au deuxième paragraphe. D'ailleurs, allez, on va le mettre en noir et blanc. Hop, et on va le mettre en align right. Et on va le mettre tout au début pour qu'il soit bien aligné. Hop. Et vous voyez qu'encore une fois, on a quelque chose qui visuellement ne choque pas du tout. D'ailleurs, vous voyez qu'encore une fois, le bloc-quote n'a pas cette marge à droite. C'est tout simplement à cause de ce système d'overflow. Du coup, mon overflow hidden, je l'applique aussi au bloc-quote. Voilà, d'ailleurs, on voit un petit problème. On voit que cette bordure est trop basse. C'est tout simplement parce que le P qui est dans le bloc-quote, hop, prend une marge. Donc ici, le bloc-quote, je vais lui mettre une margin en bas de 24 pixels. Donc margin bot 1.5 EM. Et en revanche, le P qui est dans le bloc-quote, il aura un margin bot de 0. Du coup, je contrebalance cette marge et j'arrive toujours à avoir ce résultat-là. D'ailleurs, il est flippant ce chat. Donc là, voilà, on a réussi à styliser nos différents éléments. Donc là, vous voyez que maintenant, on a une page web qui est très très sympa et très agréable à lire. Bon, je vais supprimer les chatons parce que ça fausse un petit peu le résultat. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez qu'au niveau de la structure de la page, c'est très très lisible. On reconnaît très bien où sont les titres, où sont les citations. On arrive bien à lire les contenus. On voit clairement les liens. D'ailleurs, hop, tant que j'y suis, on va styliser le hover à 2 points over. On va mettre ça en noir. Allez, hop, 3, 3, 3. Et on va mettre text decoration none. Voilà. Bon, ça c'est histoire de styliser un petit peu mieux. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on a vu dans cette vidéo. Donc on a vu déjà comment choisir nos différentes polices, donc comment s'aider de services tels que Typecast ou Google Font ou n'importe quoi d'autre pour tester un petit peu les polices avant de les appliquer sur son site web. Donc pensez à tester par exemple 2 polices, une pour les titres et une pour les contenus. Donc cette alternance permet de mieux mettre en avant les titres et de mieux séparer les différents contenus. Mais c'est absolument pas une obligation. Donc une fois que l'on a choisi ces polices, on commence par choisir la taille de police que l'on va utiliser pour son site web. La meilleure lisibilité étant à 16 pixels au niveau de la police normale, au niveau de la police. On peut descendre jusqu'à 14, en dessous c'est difficilement lisible. Ensuite on choisit une bonne hauteur de ligne. La valeur à retenir c'est 150%, donc toujours avoir une hauteur de ligne 1,5 fois supérieure à la taille de police. Et ensuite, on se base sur cette hauteur de ligne pour aligner tous nos éléments au fur et à mesure de l'intégration. Donc il faut, en modifiant les tailles de titres, en modifiant les espacements et les paragraphes, s'assurer qu'on a toujours cette hauteur de ligne qui est respectée. Donc notamment en mettant comme marge en bas pour tous les éléments contenant du texte, une marge qui correspond à 1 EM, une hauteur de ligne, soit 24 pixels pour une police de 16 pixels. Ensuite, on n'oubliera pas de bien jouer sur les contrastes. Donc, si on met tout notre texte en noir, on n'aura pas un moyen visuel de séparer les titres des contenus, le gras du texte normal. Donc, choisir un contraste en mettant une couleur de texte un petit peu plus claire et des couleurs de titres un petit peu plus foncées, ça permet de mieux marquer le contenu et de mieux différencier les titres du contenu et de mieux s'organiser. Enfin, on n'oubliera pas de penser vraiment à styliser tous les éléments, comme par exemple les listes imbriquées et les positionnements d'images. Pour qu'ensuite, si on a un administrateur qui est étranger au code HTML, on n'ait pas à revenir sur notre site pour ajouter des règles CSS au cas où. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors certes, c'est un tutoriel un petit peu théorique, mais j'espère que ça vous permettra d'améliorer vos textes. En tout cas, c'est des techniques que j'ai appris au fur et à mesure de mes lectures et c'est vrai que ça a changé un petit peu ma façon de penser la typographie et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir une typographie travaillée plutôt que balancer des styles un petit peu au hasard. Voilà, rendez-vous au prochain tutoriel.